Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Aujourd'hui on va parler amour, amitié, sexualité, de vous, de moi, de tout. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes pour que moi j'essaie de faire des réponses courtes. J'y arrive jamais, tout le monde le sait très bien, mais c'est pas grave. Alors c'est parti, papotons. Une fois n'est pas coutume, on va parler de moi. C'est Alphonse qui me demande, est-ce que c'est difficile d'être mère et youtubeuse à la fois? Au cas où tu ne saurais pas, je suis maman d'un petit garçon de 15 mois aujourd'hui. Enfin, il a pas 15 mois aujourd'hui, mais bref, il a 15 mois, t'as compris. Et pour répondre à ta question, Alphonse, je pense qu'être mère et n'importe quel métier, c'est jamais évident. Être parent d'ailleurs et n'importe quel métier, c'est jamais évident. Parce que t'es toujours dans cette espèce d'ambivalence où t'as envie d'être avec ton bébé, avec ta famille. Ce sont évidemment les moments les plus précieux de ta vie à ce moment-là. Et parallèlement, en tout cas, ça a été mon expérience à moi, continuer de travailler, continuer d'avoir un équilibre là-dessus. C'est presque une question de survie. Je me souviens très bien quand mon congé maternité a pris fin, que ça y est, on avait enfin une place en crèche pour mon fils. Évidemment, j'avais envie de reprendre mon métier parce que j'adore faire des vidéos, j'adore être à la caméra, etc. C'est mon truc et d'ailleurs, c'est mon métier, c'est pas pour rien. Mais pour autant, j'avais très peur. Je me souviens que je me demandais, oh là là, mais si ça fonctionne pas comme avant, etc. Spoiler alerte, ça s'est très bien passé et je suis ravie. Et d'ailleurs, je suis vraiment très contente et fière de moi d'avoir osé passer le pas de reprendre parce que combien de fois je me suis rendu compte que si je l'avais pas fait, je serais tellement malheureuse ou il me manquerait quelque chose alors qu'aujourd'hui j'ai un réel équilibre. Maintenant, sur le fait d'être youtubeuse à proprement parler, non, ça ne change absolument rien. Peut-être que je tourne une fois de plus ma langue dans ma bouche avant de parler, dans le sens où je me dis que peut-être un jour mon fils regardera mes vidéos et j'ai pas très envie qu'un jour il me dise oui mais maman, t'as dit ça dans ta vidéo donc nique, même si ça m'arrivera forcément un jour. Dans tous les cas, non, être youtubeuse et maman, c'est pas un problème pour moi. Ça a d'ailleurs été une option très salvatrice pour moi. Je me souviens quand je venais d'accoucher dans les premiers mois postpartum, j'ai fait beaucoup de stories sur mon compte Maman Nad, qui n'est pas celui sur lequel je parle d'histoire d'amour, etc. Aujourd'hui je fais plutôt des sketchs humoristiques sur ce compte Maman Nad et je me souviens d'avoir beaucoup partagé mon expérience et de m'être sentie tellement moins seule. Et vraiment, ça m'a empêchée de devenir folle parce que quand tu te retrouves tout à coup toute seule à la maison, parce qu'évidemment le papa il part bosser, c'est comme ça que ça se passe dans peut-être 95% des couples, voire plus. Donc papa il repart bosser, il reprend sa vie normale et toi t'es en mode ok. Et moi en fait, ma carrière, mon truc, ma vie de femme, goodbye quoi. Et le fait d'avoir déjà une communauté qui me suivait, et une communauté de mamans et de parents, de toute façon, je me suis sentie tellement moins seule et c'était merveilleux, vraiment. Ça m'a fait énormément de bien. Donc non, être youtubeuse et maman, non, c'était pas trop dur. Être parent et travailler à côté, oui, c'est toujours un peu dur. Tu sais, t'as toujours un pincement au cœur le matin quand tu déposes ton bébé, parce que t'as envie d'être avec lui, et en même temps, il y a quelque chose qui se libère un peu où tu te dis, ah, pendant toute la journée là, même si je vais bosser, j'ai que moi à gérer. Moi et mon taf bien sûr, mais que moi. Et parfois ça fait vraiment du bien, c'est vrai, parfois je me dis allez, courage, demain c'est la crèche, parce qu'en fait, je le dis, je le répète, je le disais déjà quand j'étais en congé maternité, une journée de travail, c'est des vacances par rapport à une journée où t'es seule à la maison avec ton baby. Parce que ton baby c'est non-stop. Oui, t'es réveillé, oui, tu utilises ton énergie, mais en fait ton énergie tu l'utilises uniquement pour ton bébé. À aucun moment t'as une fenêtre pour prendre ta douche ou quoi que ce soit. Enfin si, il y a des parents qui ont cette fenêtre là parce qu'ils ont la chance d'avoir des enfants qui font la sieste. Moi mon fils, la sieste c'est niette, hein. Dormir c'est tricher limite. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'adore être maman et youtubeuse, je fais très attention à ce que je raconte, j'espère même au fond de moi qu'un jour mon fils regardera mes vidéos pour avoir des conseils, même si je préférerais qu'il me les demande à moi directement. C'était l'instant où je parle de moi, on passe ensuite à vos questions. Mon dieu, j'en peux plus de cette excuse de merde des mecs. Mon chéri ne veut pas utiliser de préservatif car il ne sent rien. Comment le faire changer d'avis? En fait, ma Gertrude, il n'y a pas d'histoire de changer d'avis. C'est toi qui dois garder une limite qui est absolument inébranlable. Lol, mauvais jeu de mots. En fait, oui, c'est vrai, le préservatif, ça coupe de certaines sensations. C'est la vérité, évidemment. C'est moins bien que peau contre peau, on est d'accord. Mais en fait, le préservatif, ça t'empêche de tomber enceinte si t'as pas envie de tomber enceinte, et ça t'empêche aussi de choper des MST, des IST, et toutes les merdes qui vont avec. Donc évidemment qu'il faut prendre un préservatif. Maintenant, s'il ne veut absolument pas de préservatif, il va falloir trouver un terrain d'entente. Pas de préservatif égale un moyen de contraception. Donc est-ce que c'est toi qui va prendre la pilule? Est-ce que c'est lui qui va utiliser l'anneau contraceptif? Parce que oui, good news, les mecs aussi peuvent porter la contraception, hein. Enfin, la charge mentale de la contraception, t'as compris. Donc, qui va avoir la charge mentale de la contraception? Comment? C'est hyper important d'y penser. Et surtout, avant d'enlever le préservatif, comme je le disais, comme ça préserve des MST, IST et toute autre connerie que t'as pas envie de choper, il faut impérativement faire une prise de sang chacun. C'est hyper important, parce que si tu le fais pas, bah ça aura servi à rien de mettre des capotes avant, tu vois. Donc, ma Gertrude et n'importe qui regarde cette vidéo, oui, c'est vrai, on a moins de sensations avec un préservatif. Mais une femme aussi, au moment de la pénétration,
pénétration, évidemment que la sensation est moins sympa. Il y a un bout de plastique, enfin de silicone, t'as compris, entre les deux, évidemment que c'est moins sympa. Maintenant, il y a des marques de préservatifs qui sont quand même super cool, et surtout, c'est pas vrai, faut arrêter de dire qu'on ne sent rien. On sent moins, mais on sent les choses. Après, tu peux faire aussi plein d'actes sexuels autour, avant et après la pénétration, si pénétration il y a, parce que, je le rappelle, faire l'amour avec quelqu'un, ça veut pas dire obligatoirement avoir une pénétration. Il peut y avoir plein d'autres choses. Ce que le commun des mortels appelle les préliminaires, pour ma part, j'arrête d'appeler ça les préliminaires, parce que ça voudrait dire que c'est ce qu'il y a avant la pénétration. Non, c'est des minaires, c'est pas des prélis, c'est des actes sexuels. Bref, donc ma Gertrude, ton copain il sent rien, pas de problème, vous trouvez un terrain d'entente, mais il y a pas de allez hop, on enlève la capote, on n'a pas réfléchi à la contraception, aux maladies, etc. Non, c'est juste pas possible. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à nous raconter si jamais t'as déjà été dans cette situation-là, comment t'as géré le problème, mais c'est hyper important parce que c'est vraiment quelque chose qui revient super souvent, et c'est une façon de la part des mecs aussi de mettre la pression pour enlever la capote. Encore une fois, on sait que c'est mieux sans, mais si tu veux pas mettre la capote, il faut prendre tes dispositions. Et non, ça se fait pas comme ça au moment de tout à coup lancer la pénétration. Non, c'est quelque chose qui se prévoit, comme je disais notamment au niveau de la contraception, mais aussi au niveau du check pour les maladies et infections sexuellement transmissibles, parce que c'est trop important en fait. T'as pas envie de choper des chlamydia ou que sais-je, parce que ton mec il sent rien quand il y a la capote. Enfin oh, ça suffit, merde. Et attention, le préservatif c'est pour n'importe quelle pénétration, qu'elle soit vaginale, mais aussi anale, buccale. Les maladies sexuellement transmissibles, les infections sexuellement transmissibles, ça se transmet du coup aussi par la bouche, aussi par l'anus, aussi par le vagin. Donc la capote c'est tout le temps. Merci. Oh my god, pauvre Gertrude. Mon ex m'a quitté car sa BFF lui a dit qu'il n'avait pas de sentiments pour moi. C'était mon premier amour. Oh, mais ma pauvre Gertrude, mais quelle situation horrible. Et en même temps, j'ai envie de te dire, pardon mais bon débarras. Si le mec, il se fait dicter sa vie jusqu'au choix de rester ou non avec sa meuf par sa meilleure amie, c'est qu'il est pas amoureux de toi le garçon. Il est amoureux de sa BFF. D'ailleurs de sa BFF. Mais après aussi on me demande pourquoi j'aime pas l'amitié homme-femme ou pourquoi j'y crois pas. Si, je veux bien y croire de temps en temps, mais tu sais, il y a un moment, deux personnes qui sont comme ça au point de décider pour toi si oui ou non il faut que tu restes avec ta meuf, pardon, mais j'ai du mal à penser que c'est une amitié normale, tu vois. Mais bref, ma Gertrude, ouvre vraiment les yeux là-dessus. Évidemment que là, j'imagine que tu te dis, ouais, ça va faire, c'est une connasse, nanana. Non, c'est lui qui est un connard, pardon, de t'avoir laissé penser qu'il était amoureux de toi, alors qu'en réalité, il ne buvait que les paroles de sa meilleure amie. Encore une fois, de sa meilleure amie, entre guillemets. Parce que moi, j'y crois pas à ces choses-là. Et j'en ai eu des meilleurs amis, que ce soit avec ou sans eux, j'ai eu plein de meilleurs amis. Et à chaque fois que mes meilleurs amis m'ont dit Nat, franchement là ton histoire j'y crois pas ou quoi que ce soit, tu sais, j'ai toujours entendu, mais à un moment donné t'es doté d'un esprit critique et grand bien te fasse. Et c'est toi en ton âme et conscience qui choisis de rester ou non avec cette personne. Donc est-ce que le simple fait que sa meilleure amie lui ait dit ça l'a fait cogiter et il s'est rendu compte qu'effectivement il était pas amoureux de toi et qu'il fallait arrêter cette relation, ou est-ce que c'est juste parce que il est en attente après sa meilleure amie qui s'est dit oh, si ça se trouve c'est un signe, peut-être qu'elle veut enfin sortir avec moi, j'en sais rien. Toujours est-il que in fine seul le résultat compte. Il a préféré se séparer de toi plutôt que de rester avec toi. C'est quand même la preuve que le garçon était pas love quoi. C'est pour ça que je te dis bon débarras ma Gertrude, j'entends que c'était ton premier amour etc. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un amour si c'était pas réellement réciproque? Vous avez 3 heures, mais ma Gertrude, courage, je sais que c'est pas facile une rupture, mais vraiment, t'étais pas dans la relation que tu pensais. T'étais pas face à quelqu'un qui t'aimait avec un grand A, et je suis assez convaincue que c'est pas ce que tu recherchais du coup. Donc courage, ça va te mettre du temps pour te relever, pour penser les blessures de ton petit cœur, mais tu vas y arriver avec un petit peu de temps et un petit peu de détermination, parce qu'il s'agit de pas lui envoyer des messages tous les 4 matins à ce jeune homme, mais tu vas y arriver ma Gertrude. Des garçons, il y en a plein, et des garçons qui vont t'aimer pour toi, pour ta personnalité, et qui vont t'aimer réellement avec un grand A, il y en a plein aussi. Donc autant se concentrer sur cela et sur l'avenir plutôt que sur le précédent qui t'aimait clairement pas réellement. Alphonse me dit « Hello Nad, mon ex est revenu, on a eu une discussion sérieuse et ça se passe bien. Quel est ton avis ?» Mon avis Alphonse, c'est que si t'es heureux, tout me va. Ce qui compte, c'est littéralement ton bonheur et que tes besoins essentiels soient remplis. Donc si tu m'expliques que la raison pour laquelle tu t'es séparé de ton ex, la raison valable pour laquelle tu t'es séparé de ton ex, parce que on se sépare toujours pour une raison valable, la raison pour laquelle on se sépare, elle est plus forte que l'amour qui lie les deux personnes. Donc tu vois, c'est quand même de la bombe ce genre de raison. Donc si tu m'expliques que cette raison valable pour laquelle vous vous êtes séparés n'existe plus, mais je suis trop contente pour toi Alphonse, soyez heureux et vivez votre amour le plus longtemps possible. Maintenant, si tu m'expliques que malgré cette conversation, bah non, la raison valable pour laquelle vous étiez séparés, elle est toujours là, c'est juste que bon, pour l'instant vous avez décidé de l'oublier.
Mon avis, c'est que profitez, ok, mais vous savez très bien que c'est voué à l'échec. Ça dépend évidemment, hein. C'est vraiment au cas par cas ce genre de situation, et là j'ai zéro détail, mais en même temps c'est le principe et le concept de ces vidéos, mais bref. Alphonse, si t'es heureux, si tu te sens bien, si tes besoins essentiels sont comblés, si tu es respecté, si tu es épanoui dans cette relation, je suis trop heureuse pour toi et je pense que c'est une super idée de vous être mis ensemble. Maintenant, encore une fois, si les raisons valables de votre rupture sont toujours là, en tâche d'arrière-plan, et que vous êtes en mode mais on s'en fout, ce qui compte c'est ce qu'on s'aime, profitez, parce qu'il y a forcément des choses à vivre, mais attention à ton petit cœur, parce que tu sais, on est avec quelqu'un, on se sépare, ça fait mal, on attend, on a mal, mais ça va de mieux en mieux, boum, on se remet ensemble, on y croit, on se resépare, ça fait encore plus mal. À chaque fois que tu te remets avec ton ex et que tu te resépares, ça fait toujours plus mal. Ça fait toujours plus mal parce que tu sais à quoi t'attendre, tu sais que t'es déjà passé par là, qu'il va falloir repasser par là. Enfin bref, tu connais le chemin, tu sais qu'il est long, chiant, pénible, difficile, qu'il va falloir retourner par là, tu vois. Donc à toi de voir, mon Alphonse. Je croise les doigts pour que cette raison valable n'existe plus. Et puis donne-moi de tes nouvelles dans quelques temps, on verra où vous en êtes. Ah mais non, Gertrude me dit, l'organisation de notre mariage est chaotique. On est d'accord sur rien, j'ai peur que ça nous brise. Non mais attends Gertrude, l'idée du mariage c'est quand même de célébrer son amour. Alors oui, tu te lis légalement à la personne, ok, mais tu sais, quand tu fêtes ton mariage, donc quand tu l'organises, l'idée c'est de fêter, célébrer ton amour avec tout le monde. Donc si l'organisation de la fête pour célébrer votre amour, t'as peur qu'elle vous brise, c'est pas bon. Mais tu sais, je réfléchis souvent à ces histoires-là. Déjà parce que j'ai plein de copines et de copains qui se marient et qui me racontent effectivement l'organisation de leur mariage et qui me disent putain mais c'est horrible, mais on s'est pris la tête sur 1 million de trucs et tout. Et en même temps tu m'étonnes. Non mais les mariages, pardon, mais c'est devenu un tel gouffre à fric. Moi c'est pas pour rien que je suis pas encore mariée, pardon, mais j'ai pas la thune les gars. Il y a des gens, ils mettent 50 000 balles dans leur mariage. Un petit mariage c'est minimum 15 000. Tu te rends compte? Pour célébrer son amour il faut lâcher minimum 15 000 balles. Pardon mais moi j'ai pas les moyens en fait. 15 000 balles c'est quoi? C'est une année de SMIC. Enfin tu sais, juste c'est lunaire. Donc tu m'étonnes quelque part que tu te foutes la pression et que ce soit important de bien choisir parce que tu vas quand même lâcher un maximum de thunes, mais parallèlement, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est-à-dire que non seulement t'es en train de lâcher de la thune, mais en plus t'es en train de te stresser et en plus t'es en train de m'expliquer que t'es en train de te déchirer avec ton mec. Après, honnêtement, je peux pas réellement parler parce que moi-même j'ai jamais organisé mon mariage. Pour rire avec mon mec, on s'est toujours dit on fera de la choucroute dans le jardin, mais plus ça va, plus je me dis que le jour où on se mariera, on fera ça parce que si c'est pour s'engueuler et se déchirer à l'idée de préparer une fête pour célébrer ton amour, je pense que c'est littéralement antinomique. Bon, ça pour le coup, c'est vraiment ma réponse à moi, mais ma Gertrude, si tu sens que l'organisation de ce mariage c'est un poids, que vous êtes d'accord sur rien, etc., peut-être que c'est la preuve qu'il faut un peu lâcher du lest des deux côtés. Comme je te le disais, je sais, il y a beaucoup d'argent en jeu. Moi, ça me paraît lunaire de mettre autant d'argent dans ces choses-là, mais je sais que c'est une institution le mariage. Beaucoup de gens misent énormément de choses là-dessus. Parfois même, il y a les parents qui s'en mêlent et qui mettent de la thune et donc qui décident que eux aussi ils ont leur mot à dire. Enfin, tu sais, ça donne limite plus envie de se marier, quoi. Donc moi, ce que je te conseille vivement de faire, ma Gertrude, c'est de prendre ton mec entre quatre yeux et lui dire mon amour, je t'aime. Ce mariage, c'est pour célébrer notre amour. Et là, on est en train de se déchirer parce qu'on est en train d'organiser ce mariage. Ça me va pas du tout. Et à partir de là, vous cherchez une solution. Est-ce que la solution c'est prendre un ou une wedding planner? Est-ce que la solution c'est faire de la choucroute dans le jardin? J'en sais rien. Ce qui compte, c'est que vous arrêtiez de vous déchirer pour une histoire d'amour en fait. Parce qu'encore une fois, c'est une histoire d'amour. C'est pour célébrer votre amour. Si lâcher autant d'argent et organiser autant de choses, ça vous déchire, c'est antinomique. Et surtout, c'est grave. Parce que l'organisation d'un mariage, ça prend des mois, voire des années pour certains. Donc il se passe quoi là? C'est quoi le plan? Vous vous engueulez jusqu'au jour du mariage et puis comme ça, le jour du mariage, vous en profitez même pas parce que vous serez maxi stressé d'avoir lâché autant de thunes et d'avoir passé autant de temps à vous organiser. Et après le mariage, pendant des mois, vous vous en voulez parce qu'il y a de la rancœur, parce que t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, j'ai tout géré, blablabla. Et donc après on fait quoi? On se sépare? Non, c'est pas possible. Donc tu stoppes la machine là, tu le prends entre quatre yeux et tu lui dis moi j'en ai marre qu'on se déchire pour ça. Je veux qu'on célèbre notre amour, pas qu'on célèbre notre future rupture. Donc trouvons un terrain d'entente. Peut-être que toi tu vas choisir là-dessus, moi je vais choisir là-dessus, ou peut-être qu'on va décider que quelqu'un s'occupe de tout pour nous et puis tant pis, ou peut-être qu'on va décider de mettre beaucoup moins d'argent pour beaucoup moins se stresser, etc. J'en sais rien. Et trouver un compromis, ma Gertrude. Parce que vraiment, j'insiste, c'est antinomique le délire. Question que j'aime beaucoup. Il y a toujours un petit truc qui cloche chez la personne pour me lancer dans une relation. Suis-je difficile? Pour la petite histoire, il y a toujours un petit truc qui cloche chez la personne. Et ben c'est un peu difficile à dire. Je sais pas si on peut dire que t'es difficile. En fait, ça dépend de ce que c'est, ce fameux petit truc qui cloche. Parce que c'est sûr que si tu me dis ah, il y a un petit truc qui cloche, elle se saute un peu, bah du coup, je me sens pas de me lancer dans une relation avec elle ou avec lui. J'aurais envie de te dire Alphonse, qu'est-ce qu'on s'en branle qu'elle se saute ou qu'il se saute? Enfin, ce qui compte, c'est ce qu'il ou elle a à l'intérieur de lui ou d'elle, c'est ses valeurs, c'est ce qu'il ou elle va t'apporter, tu vois. Maintenant, c'est sûr que si tu m'expliques qu'il y a un problème au niveau des valeurs, que cette personne a mal parlé à un serveur et que ça t'a dérangé, que cette personne a des idées racistes ou misogynes ou j'en sais rien, là évidemment que le petit truc qui cloche, c'est important. Et ça fait pas de toi quelqu'un de difficile, parce que c'est important quand même d'avoir les mêmes valeurs. En fait, à mon sens, ce qui compte dans une relation, j'en parlais tout à l'heure, c'est que tes besoins essentiels soient remplis. Typiquement, si t'as besoin de quelqu'un qui soit très présent, ou au contraire, si
t'as besoin de quelqu'un qui te lâche vachement d'espace? Est-ce que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui aime beaucoup parler parce que justement t'es quelqu'un très dans la communication, ou au contraire, est-ce que t'aimerais quelqu'un qui est plutôt taiseux? Est-ce que tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te donne beaucoup d'amour ou pas du tout? Enfin bref, tout ça et plein d'autres choses encore, ce sont les besoins essentiels. Donc si le petit truc qui cloche, ça touche toujours aux besoins essentiels ou alors aux valeurs, parce que je pense quand même que c'est un besoin essentiel de partager les mêmes valeurs, hein, c'est également un besoin essentiel de chercher la même relation, parce que c'est sûr que si t'es face à quelqu'un qui cherche que du cul et que toi tu veux du sérieux ou l'inverse, évidemment que ça va pas fonctionner et évidemment que t'as raison de pas te lancer dans la relation. Donc est-ce que t'es difficile? Ça dépend, je te dis, de si ces petits trucs qui clochent, ça rentre dans les besoins essentiels ou si ça rentre dans des trucs vraiment pas graves. Parce qu'en réalité, si ça rentre dans des trucs vraiment pas graves, peut-être que c'est seulement toi qui bloque un peu et qui te protège en réalité d'une éventuelle relation, parce que tu te dis oh non, j'ai trop souffert là, qu'est-ce que t'as toi? Ah bah tu sautes, vas-y non ça va pas le faire. Et toi? Non, toi t'es un peu trop petit ou un peu trop grand ou grande, ça me va pas. Non, bah du coup ça passe pas. Tu sais, si c'est ce genre de détails, c'est pas tant que t'es trop difficile, c'est potentiellement que tu te protèges vachement. Maintenant, ça peut aussi être une question d'attirance, et ça pour le coup je pense pas que c'est être trop difficile que de rechercher quelqu'un qui nous attire. Parce que tu sais, parfois sur le papier, la personne peut être tout à fait capable de remplir tous tes besoins essentiels, avoir exactement les mêmes valeurs que toi, rechercher la même relation que toi, habiter à côté, etc. Et tu sais, juste, t'as pas le petit truc. Si t'as pas le petit truc, c'est pas être trop difficile que de dire ah non, je pense que ça va pas le faire. C'est important, ce petit truc, c'est de l'alchimie, c'est littéralement chimique, c'est une question de phéromones ou de je sais pas quoi, et ça tu peux pas décider. Tu sais, on a toutes et tous déjà croisé quelqu'un qui en plus avait le béguin pour soi et pour qui on s'est dit putain mais je kifferais tellement être l'œuvre de cette personne, mais juste ça prend pas quoi. Bah ça c'est une question d'alchimie. Donc est-ce que t'es trop difficile? Je pense que je t'ai donné matière à répondre à cette question, mon Alphonse. Je peux évidemment pas répondre à ta place puisque j'ai pas du tout assez de détails, mais de toute façon ce qui compte c'est que toi tu t'en rendes compte. Et d'ailleurs si tu te rends compte en écoutant ce que je te raconte que bah ouais, peut-être qu'en réalité t'es juste un peu trop difficile et qu'effectivement peut-être que c'est parce que tu te protèges ou quoi que ce soit, peut-être que la prochaine fois que ça t'arrive, tu peux te dire allez, ça pour le coup c'est vraiment un détail de merde, je tente. Ça coûte rien d'essayer. Tu sais, t'es pas en train de mettre la bague au doigt à la personne en disant allez on tente de se mettre en couple. Non, on tente, on essaye, on voit comment se passe le quotidien, la vie à deux, et puis on voit ce que ça donne en fait. Si ça fonctionne, bah trop cool, si ça fonctionne pas, bah tant pis. Il s'agit pas non plus d'attendre 3 ans avant de dire bon bah en fait je me rends compte que ça fonctionne pas. Tu sais, 2-3 mois de relation c'est largement suffisant pour se faire une idée, hein. Donc à toi de voir mon Alphonse, mais je pense que de temps en temps c'est sympa de se jeter à l'eau un petit peu et d'oser tenter. De toute façon je vais te dire une bonne chose, il y a que ceux qui tentent rien qui se plantent jamais. Voilà. Ah, le manque de confiance en soi. Gertrude me dit « J'ai peur de paraître insistante en envoyant un message après un vu quelques jours après. » Et cette image est beaucoup trop surexposée. Alors, ma Gertrude, je comprends tout à fait ce sentiment et je pense qu'il ne faut pas l'ignorer, ce sentiment. Tu sais, quand on parle de relations amoureuses, de séduction, c'est quelque chose qui revient énormément. Le fait d'avoir peur, d'être lourde, d'en faire trop, d'étouffer la personne, d'être collant ou collante. Mais tout le monde a cette peur-là, et pour cause. Être collant, en faire trop, c'est littéralement anti-sexe. Or, si t'es anti-sexe, t'as niqué toute ta séduction, tu peux passer à la personne suivante. Donc ma Gertrude, le fait que tu aies ce sentiment là, il faut que tu te poses la question de où il vient. Est-ce que c'est toi qui manque de confiance en toi et en réalité envoyer un message quelques jours après ce dernier message que t'as envoyé, ce serait absolument pas lourd, c'est juste toi qui te dis ah là là, faut surtout pas que j'ai l'air lourde et donc t'en fais des caisses, t'es hyper dur avec toi-même, ou est-ce que c'est effectivement la 8e fois d'affilée que c'est toi qui renvoie un message après un vu parce que justement cette personne est franchement pas très réceptive. Là pour le coup, si tu renvoies encore un message, je pense même pas que tu seras lourde, c'est juste que tu sais, il y a un moment, faut ouvrir les yeux et se rendre compte quand on s'acharne. Quelqu'un qui se comporte comme s'il ou elle en avait un peu rien à foutre de toi, faut surtout pas hésiter à le ou la croire. C'est hyper important. Parce que rappelons-le, hein, quand c'est ton crush qui t'envoie un message, tu réponds pas forcément dans la seconde, donc ça vraiment faut arrêter de mesurer l'intérêt que les gens nous portent au nombre de minutes qui passent avant leur réponse. En revanche, on est d'accord, n'importe qui reçoit un message de son crush, il ou elle va faire en sorte de répondre. Après, toujours pareil, c'est quoi le dernier message que tu lui as envoyé? Est-ce que c'était juste un message qui terminait une conversation et qui n'appelait à aucune réponse, ou est-ce que clairement tu lui posais une question du style quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on va boire un verre? C'est pas du tout la même chose. Si c'était juste la fin d'une conversation, zéro problème à renvoyer un message. Si c'était un message du style hello, quand est-ce qu'on se voit, quand est-ce qu'on va boire un verre, et que ça fait plusieurs jours que l'autre t'a laissé en vue, bah ça pue un peu, tu vois. Évidemment que tu peux relancer en mode hello, bon bah du coup on va se le boire ce verre ou pas? Mais tu sais à ce moment-là que ça pue un peu. Ça veut pas dire que c'est déjà mort, mais quelqu'un qui ne répond pas à une proposition de date, c'est jamais quelqu'un qui est fou de toi. Soyons honnêtes, ouvrons grand les yeux. Alors je vois la team des timides arriver en grande pompe en mode si moi ça m'est déjà arrivé de faire ça, etc. Ok, très bien, il y a toujours des exceptions. Moi je te fais une grande généralité ici, c'est vrai, mais ouvrons quand même les yeux. Quelqu'un qui ne va même pas répondre à un message de quand est-ce qu'on se voit, ça pue. Ça pue parce que même si la personne est intéressée
stressée et qu'elle a pas répondu parce qu'elle était trop timide, dans tous les cas, c'est la preuve que cette personne timide est en train de faire de l'auto-sabotage. Or, d'une manière générale, pardon, mais personne n'a envie de commencer une relation avec quelqu'un qui est en mode ouais, je te kiffe, mais non, je peux pas, non, c'est chiant en fait. On a envie que ce soit simple, parce que quand ça merde dès le début, ça va merder tout du long, et quelqu'un qui dès le départ va être en mode non, mais je te kiffe, mais j'ose pas, mais j'ai peur, mais je veux pas venir te voir, mais si, mais peut-être, j'en sais rien, c'est chiant, c'est pas simple. C'est ce que j'appelle merder dès le début, et d'une manière générale, ça sent pas bon. Donc voilà, t'as mon avis, j'espère que ça t'aura aidé. Trop intéressant comme question. Gertrude me dit: quand je suis en insécurité affective, je bassine l'autre de compliments et d'amour. Est-ce que c'est malsain? Alors, c'est une très très bonne question, ma Gertrude, parce que quand tu me racontes ça, c'est quand même la preuve que tu as pris le temps de t'analyser. C'est-à-dire que tu sais que quand tu es en insécurité, tu fais ça. Mais la question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, comment c'est possible que tu fasses ça quand tu te sens en insécurité alors que tu sais que t'es en insécurité? En principe, si t'es face à quelqu'un qui te met en insécurité, t'es déjà pas au bon endroit. Alors j'entends, attention, il peut y avoir des stades dans les relations, etc. Mais honnêtement, si t'es face à quelqu'un, mais dans quelque niveau que ce soit de l'amitié, de l'amour, de la famille, si t'es face à quelqu'un qui te met en insécurité, c'est jamais bon. Parce que en principe, quelqu'un qui te met en insécurité, bah c'est quelqu'un qui remplit clairement pas tes besoins essentiels, tu vois. Alors maintenant, malgré tout, ça peut arriver, que ce soit de façon maladroite ou parce que l'autre a une personnalité qui fait que bla bla bla. Je pense que c'est un mécanisme que tu as mis en place naturellement, d'envoyer de l'amour pour que justement, comme t'es en sécurité, on t'en envoie et que ça te rassure. Est-ce que c'est malsain? Non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est malsain. Maintenant, puisque tu as conscience de ce mécanisme-là que tu as mis en place, je pense que ce serait surtout très intéressant d'essayer de le stopper, et plutôt que d'envoyer énormément d'amour, donc de vider encore plus tes piscines pour espérer avoir un retour, essayer de communiquer à la place et de dire bah voilà, là je me sens en insécurité par rapport à ça, que tu as pu dire ou faire, et j'aimerais qu'on en parle parce que bah du coup je te dis, je me sens en insécurité et j'ai pas envie de rester comme ça. D'une manière générale, les gens qui vont envoyer des flots d'amour pour en recevoir en retour, c'est des gens qui ont potentiellement déjà essayé de communiquer là-dessus et qui se sont pris des bâches. Sauf que ma Gertrude, c'est un très très bon écrémage en fait de communiquer là-dessus. Parce que si tu commences à communiquer sur tes insécurités et que tu te prends une bâche en retour, tu sais que la personne en face n'est juste pas faite pour toi. Parce qu'encore une fois, avoir des insécurités par rapport à un comportement ou à des phrases ou des valeurs de l'autre, ça peut arriver. Ça veut pas forcément dire que c'est un red flag. En revanche, si tu essayes de communiquer à ce sujet et que tu te prends un bâche, c'est clairement un red flag pour toi. Et c'est la preuve que tu n'as rien à faire dans cette relation. Donc à toi de voir, ma Gertrude. Comme je te disais, j'irai pas jusqu'à dire que c'est malsain. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la meilleure option pour toi. Donc autant essayer d'évoluer sur ce point. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Dans tous les cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.